elle est omniprésente et elle fait partie de l'identité du village. La mer, c'est le Pou de Miquelon. Et pour bien le comprendre, il faut parfois prendre un peu de hauteur. Cette bande de terre n'est pas seulement entourée par l'océan, non. Elle est aussi située sur une bulle d'eau, une nappe phréatique en mouvement perpétuel. Ici, c'est la nature qui commande. Et cette situation prend tout son sens à l'heure où la question des changements climatiques bouscule la vie du village. On a cherché à comprendre pourquoi et surtout comment les Miquelonais envisagent aujourd'hui leur avenir. Si réellement il y a montée des eaux et inondation, ça veut dire qu'ici où on est, il n'y a plus rien. La seule chose que je vais léguer à mes enfants, ça ne vaudra plus rien du tout. Plus rien du tout. On veut rester ici, on veut essayer de rester ici le plus longtemps possible. Est-ce qu'on va continuer là dans la partie nord ou est-ce qu'on va penser à aller au sud? L'autre côté du pont. Ah bah oui, ça c'est sûr, certain. Et de pouvoir avoir l'envie de continuer à vivre ici. Après, il fait bon de vivre à Miquelon. Eh oui, c'est vrai qu'il fait bon vivre à Miquelon. Même s'il faut dire qu'en ce moment, dans le village, c'est plutôt colère et incompréhension. Pour essayer d'en parler, on a trouvé 3 questions qui s'invitent dans la plupart des discussions. On est à côté du stade de l'ASM, plein cœur du village de Miquelon, on peut le dire comme ça. Au niveau du PPRL, on est en plein dedans, dans des zones moins à risque quand même que le côté agricole qui se trouve juste derrière. Mais on est quand même dans une zone bleu clair, avec quelques zones bleu foncé sur un petit terrain de 700 mètres carrés. Stéphie et Judicaël ont obtenu le dernier permis de construire attribué pour une résidence principale sur la commune. C'était il y a 2 ans. Depuis, leur premier enfant est venu au monde et il a grandi dans un village où les jeunes parents ont parfois du mal à se projeter. Il y a quand même pas mal de jeunes qui sont revenus ces quelques dernières années et honnêtement, vivre en location au bout d'un moment, je pense que c'est pour tout le monde le même discours, ça va un moment, mais le ressenti que j'ai, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils sont ici, mais quelque part ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas investir. Il n'y a aucune possibilité pour eux d'aller concrétiser leur projet aussi parce qu'on a tous un projet de vie. Mener des projets, c'est parfois devenu compliqué, avec une nouvelle carte et des couleurs qui ont complètement changé la donne dans le village. Il y a encore 4-5 ans, celui qui, sur n'importe quel terrain à Miquelon quasiment, souhaitait construire une maison, il faisait son remblai selon le jugement qu'il avait lui. Ensuite, il déposait un permis de construire et il l'avait. Aujourd'hui, c'est l'interdiction totale. Voilà. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à savoir s'il y a des remèdes, s'il y a des possibilités, s'il y a des moyens de faire autrement. C'est non, on interdit. Des interdictions et des frictions côté politique. Ici, on a parfois le sentiment que tout le monde se renvoie la balle. Aujourd'hui, on ne fait rien parce que... Pourquoi? Parce que le domaine public maritime, ça appartient à l'État. Donc le Conseil territorial ne fait rien parce que c'est l'État. Et l'État dit maintenant, on passe ça aux communes, il n'y a pas de sous. Alors on fait quoi? Pendant ce temps-là, on prend des risques. La population risque d'avoir des problèmes. Le 29 novembre dernier, une trentaine de caves est inondée. La tempête laisse des traces en pleine nuit, peut-être plus que d'ordinaire. Ici, l'eau a atteint jusqu'à 67 cm. Ça fait 5 mois qu'on lave, qu'on déplace les choses, qu'on ne peut rien jeter de ce qui est mort parce que, à cause des potentielles expertises d'assurance. Donc tout est là. On a un peu de mal à s'en sortir. Plus de 12 000 € de dégâts matériels dans cette maison et des assurances qui ne se prononcent toujours pas. La publication d'un arrêté de catastrophe naturelle n'a rien changé, un arrêté, il faut le dire, plutôt ambigu. Cet arrêté ne reconnaît pas l'inondation par remontée de la nappe phréatique et ne reconnaît simplement que l'inondation par choc mécanique des vagues. Et pourtant, ce sont bien les vagues qui ont provoqué sous le banc de galets le débordement de la nappe phréatique, située juste en dessous de toutes ces maisons. Il faut se remettre en question, il faut faire une analyse du risque et puis derrière, tirer des priorités et puis voilà. Mais il serait quand même très dommage de voir que la trentaine de victimes là ne soient pas indemnisées. J'ai tout refait. J'ai fait le parquet, j'ai tout
rapprocher carrément pour remonter le plancher de 15 cm. Emmanuel, lui non plus, n'a pas échappé aux inondations. Pourtant, il avait bien tenté de s'en prémunir. Voilà l'installation. Là, il y a une grosse pompe comme ça là-dedans. J'étais préparé parce que j'avais de l'eau en 2016, j'avais 4 cm. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose pour éviter ça encore. Et donc j'avais cette installation-là, mais c'est pas assez. Donc du coup, j'ai été obligé de rajouter l'autre pompe qui est là, qui elle est évacuée par la fenêtre ici, plus la petite pompe. Donc j'étais à 75 mètres cubes en là. Puis malgré ça, ça montait. Bon, j'ai réussi à tenir à 14, alors que dehors j'avais 35 cm. Alors pour d'ici. Et les investissements ne s'arrêtent pas là. Plusieurs milliers d'euros déjà, mais il faut encore et toujours penser à avoir un coup d'avance. Les coffrets EDF sont bas sur la route, sont au niveau presque de la route, donc si jamais il y a une coupure de courant, les pompes vont manquer. Donc là maintenant j'ai investi dans un groupe. Ça fait beaucoup d'argent tout ça pour se protéger? Oui, ça fait beaucoup d'argent. Après c'est un choix qu'on a fait parce que on veut rester ici, on veut essayer de rester ici le plus longtemps possible. Après voilà, c'est un choix qu'on a fait pour pouvoir aussi profiter de notre maison, de l'argent qu'on a mis dans la maison au départ, donc on n'a pas le choix. Quelques maisons plus bas, on retrouve Mariano qui n'a pas encore subi d'inondation, même si l'eau à chaque tempête semble se rapprocher. À peu près à 20 cm en dessous du niveau du plancher de mon sous-sol. Si il s'avère que mon sous-sol soit inondé à plusieurs reprises, peut-être que je me poserai la question, savoir si c'est faisable de déplacer ma maison. S'il y a possibilité d'acheter des terrains dans un endroit disons, plus sécuritaire, au sud du village, par exemple. Et la voici notre dernière question. Dans quelle direction se construira l'avenir de Miquelon? C'est pas tout de dire à un Miquelonais, vous n'avez pas le droit de bâtir, mais où bâtir? Du nord au sud, deux options sont sur la table. Faut-il partir de l'autre côté du pont, là où s'étaient installés les tout premiers habitants de Miquelon en 1763? 2 siècles et demi plus tard, certains jeunes se verraient bien imiter leurs ancêtres acadiens, un peu plus loin vers le chemin des Roses. Seul problème, aucune étude, aucun projet n'existe encore. Contrairement au Cap. Ici, dans les hauteurs du Nord, une solution concrète se profile à l'horizon. Une quarantaine de parcelles prévues dans le schéma territorial d'aménagement pour parer officiellement à l'urgence. Mais qui voudra partir là-haut pour construire demain? Faire le site au pied du Cap, pour moi, c'est se débarrasser du problème à court terme. Mais il faut voir à plus long terme pour nos enfants. Sinon, c'est la mort du village. S'il y a vraiment une montée des eaux un jour, le Cap il est confiné. Donc, pour être honnête, on s'était intéressé au Cap au début et finalement, on s'est rétracté. Tes enfants, ils habiteront dans cette maison ici? Je sais pas. J'espère. Mais après, je sais pas. Si ça évolue dans le sens que ça évolue, à mon avis, non. Ce sera de l'autre côté du pont, s'ils veulent rester sur Miquelon. L'avenir au sud, une idée qui semble faire l'unanimité. Tous les Miquelonais que nous avons rencontrés l'envisagent dans cette direction. Le Miquelonais, lui, n'a pas le droit de construire juste l'autre côté du pont. C'est vraiment une frustration. Dans le village, peu à peu, la parole se libère. Et lorsque la ministre des Outre-mer vient échanger avec les habitants, tous essayent de se projeter plus concrètement vers le monde de demain. À quoi ça sert d'aller construire nos maisons en sécurité d'un côté ou de l'autre si on n'a pas l'idée de déplacer en même temps les écoles, les services publics, le port, l'aéroport? C'est pas la même envergure. On n'arrive pas à trouver 1000 € pour boucher un trou dans la rue. Qui va aujourd'hui accepter de cautionner ça et de dire oui, vous avez raison, on y va? Ce jour-là, Annick Girardin s'engage à mettre l'État à contribution pour mener des études sur un écoquartier au sud, mais à la seule condition qu'un vrai projet soit déposé. On va essayer de faire les choses dans le bon ordre, donc d'abord essayer de discuter. C'est sûr que si on voit que ça ne bouge pas, je pense qu'il faudra agir. De quelle manière, je ne sais pas encore, mais il faudra faire quelque chose, il faudra agir. Je pense qu'il faudra que toute la population se mette la tête dans le même bonnet, puis qu'on fasse bouger les choses. Se rassembler toute génération et toute sensibilité politique confondue, voici peut-être l'une des clés pour écrire demain une nouvelle page de l'histoire miquelonaise.